Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'OpenBIM où je vais tenter de développer le sujet et dégrossir certains aspects du sujet. Donc merci de votre présence. Je vais donc attendre un peu le temps que les participants, enfin du moins que le temps que les inscrits se connectent et on va démarrer ce webinaire. Donc très bien, je vais donc démarrer le webinaire. Et donc pour commencer, je vais me présenter. Je suis Marseille Beltré, je suis business consultant chez Man Machine sur les sujets du BIM, où j'accompagne nos clients, nos partenaires dans l'implémentation de leur processus et leur stratégie, et leur démarche BIM sur leur projet. Et donc je suis très content de présenter ce sujet avec vous. Il va concerner, dans un premier temps, on va définir l'OpenBIM et de voir les différents axes et différentes variables de ce qui constitue l'OpenBIM. Puis on va découvrir l'écosystème, essayer de mettre en avant les avantages, explorer la mise en œuvre, comment ça se met en place et présenter quelques cas d'usage. Donc c'est vrai que c'est un sujet en France qui est à développer, où il y a plein de choses qui ne sont pas forcément encore définies, et c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc avant tout, je vais vous faire une rapide présentation de Man Machine, donc du groupe Man Machine, qui est un éditeur, revendeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM, avec plus de 40 ans d'expérience, et on est plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Man Machine, c'est à la base une entreprise allemande qui est avec plusieurs pôles sur l'Europe, et on a pour Man Machine France, on est basé à Paris avec une vingtaine de collaborateurs, et on fait un CA annuel à peu près de 7 millions d'affaires. Donc notre activité couvre un petit peu les trois secteurs, c'est-à-dire bâtiment, industrie et infrastructure, où on accompagne nos clients dans l'implémentation technologique, dans le développement stratégique du BIM et par de la formation, par de la sous-traitance. Donc on intervient sur ces trois secteurs d'activité, savoir qu'on a une mission dans un premier temps, d'écouter, d'équiper, d'informer, de former, d'accompagner. Alors, c'est vrai qu'on a une stratégie d'accompagnement de nos clients qui est basée sur leurs besoins. C'est pour ça qu'on va développer des partenariats de revente ou d'intégration de solutions. Donc, on va proposer une offre qui va couvrir l'ensemble des besoins d'un projet pendant toutes les phases. Et donc, aujourd'hui, on est capable d'implémenter d'Autodesk parce qu'on est le premier partenaire d'Autodesk sur l'Europe. Et bon, on est deuxième dans le monde, mais on a aussi d'autres partenaires. On va pouvoir apporter des solutions technologiques sur les différents besoins du projet et en fonction du projet, de la stratégie du client, mettre la bonne solution en face, etc. Donc, on a aussi un partenariat d'équipement sur des workstations sur du Lenovo. Donc, voilà, on est capable d'équiper nos clients sur ces aspects-là aussi. Donc, on a le fort de notre activité, aussi notre offre de service, à savoir qu'aujourd'hui, on est sur un organisme de formation. Nous sommes un centre de formation agréé Autodesk sur les différentes solutions Autodesk, sur toutes les solutions Autodesk. Donc, nous formons sur toutes les solutions que nous proposons et sur différents niveaux
différents niveaux, à savoir l'initiation, perfectionnement, et jusqu'à la certification, où aujourd'hui nous sommes centre de certification, pas seulement centre de formation, mais aussi centre de certification, Certiport pour les solutions, et Autodesk et Building Smart sur sur les processus BIM. À savoir qu'aujourd'hui, sur les solutions Autodesk, on est capable de vous proposer une certification professionnelle ou une certification user sur fonction de votre niveau d'utilisation des solutions, Revit, Inventor et autres, etc. Donc, très important aussi, dans le déploiement du BIM, on a cette offre de formation qui s'adresse à l'utilisateur. On va pouvoir définir aujourd'hui par une formation de compréhension BIM, de BIM modeler, de BIM coordinateur et de BIM manager. Et on va associer ça à une certification Building Smart sur la compréhension du BIM, etc. Et donc, pour tout ce qui est stratégie d'accompagnement sur les clients, on est aussi cette possibilité d'accompagner nos clients dans un label BIM compliant, à savoir permettre à une entreprise de pouvoir être en phase avec le BIM. Parce qu'effectivement, si vous êtes un utilisateur, vous êtes formé au BIM et que votre entreprise n'a pas développé de stratégie BIM, c'est compliqué. En fait, ça va aller de pair. Il y a la stratégie de l'entreprise et bien sûr les acteurs formés. Et donc, c'est l'idée de ce label qui permet en fait d'accompagner l'entreprise dans l'implémentation de sa stratégie. Donc voilà pour ce qui concerne un petit peu Man and Machine, et on va donc commencer le webinaire en faisant une petite genèse de ce qu'est l'Open BIM, voilà, et essayer de retracer un peu l'histoire et voir comment ça s'est mis en place, etc. Avant tout ça, j'aimerais vous poser une petite question, à savoir un petit peu parmi vous, quel est votre degré de connaissance en Open BIM? Alors, je vais juste vous lancer un petit questionnaire pour, si vous pouvez juste prendre le temps de répondre. Voilà. Donc, à savoir quel est votre degré de connaissance en Open BIM. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre. Prenez le temps de répondre, à savoir si c'est pour identifier un petit peu l'auditoire qui est là et qui écoute. Et voilà, donc si vous pouvez bien répondre. Enfin, je vais encore attendre un petit peu et on va pouvoir afficher les résultats. Alors, donc voilà un peu les différents résultats sur les connaissances. Et donc, ce qui est assez intéressant sur votre connaissance en Open BIM. Donc, j'espère qu'en tout cas que voilà, donc il y a 43 personnes qui n'ont pas de besoin dans ce sens, et donc il y a des personnes formées, et très bien. Donc on va, j'espère en tout cas vous apporter les réponses que vous cherchez et qui justifient votre présence parmi nous aujourd'hui. Donc on va commencer, on va continuer donc le webinaire en rappelant un petit peu la jeunesse du BIM, en retournant un petit peu vers 5000 avant Jésus-Christ sur l'histoire de la tour de Babel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, en fait, c'est un mythe juif qui est destiné à expliquer l'origine des différentes langues. Donc, selon l'histoire, c'est une humanité unie de générations qui, suivant le déluge, ils parlaient tous une seule et même langue et migraient vers le pays de Shinar.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, donc, ils se sont mis d'accord pour construire une ville avec une tour qui pouvait atteindre le ciel. En fait, et face à ça, on va dire que Dieu, si on reprend l'histoire, Dieu considérait ça comme un affront, donc décidait de comme un affront, comme c'est un acte irrespectueux, donc euh, décider de confondre le discours de tout le monde et de faire en sorte que les hommes ne se comprennent pas et qu'il y ait tous différents langages et différents discours. Et forcément, dans ce projet de construction de la tour, et, donc l'ensemble des hommes n'arrivaient plus à se comprendre, puisque de lors, ils étaient éparpillés dans le monde, etc. Donc, si on se projette cette histoire, en fait, en substance, donc, face à ça, donc, c'était très compliqué pour pouvoir collaborer, c'était très compliqué pour pouvoir communiquer, et donc forcément, puisqu'ils ne se comprenaient pas, et donc du coup, le projet n'a pas pu aboutir. Donc, si on se, on va dire, si on projette, si on met en perspective cette histoire dans une démarche de construction, dans la démarche de construction qu'on connaît, effectivement, nous avons des architectes, des décorateurs d'intérieur, des ingénieurs structure, des ingénieurs HVAC, et on n'a pas toujours communiqué. On n'a pas toujours communiqué et sur un projet, et c'est vrai que chacun travaille de son côté et la communication n'est pas toujours évidente parce qu'en fait, on a une ressaisie de l'information, on a les données qui sont redondantes, on a chacun à son système d'exploitation, de gestion de l'information. Et en gros, ça communique pas et ça ne coordonne pas. Et les données sont pas toujours partagées correctement et ni de la meilleure manière possible. Et ce qui donc justifie en fait aujourd'hui le besoin d'un open BIM. Et c'est de ce constat en fait, c'est de ce constat qu'il y a eu le besoin, qu'il y a eu le besoin en fait de, 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 de créer un langage, parce que malgré les ordinateurs, parce que effectivement ces 30 dernières années, tous les bureaux d'études étaient équipés d'ordinateurs, tout le monde travaillait sur AutoCAD, mais il n'y avait concrètement pas de collaboration, pas de communication. Et donc c'est de ce constat que les entreprises, chacun travaillait de son côté, et on voyait clairement qu'il n'y avait pas de collaboration. Et donc, il y avait une perte de données. Et je crois que c'est vers 1995 qu'il y a concrètement eu un sursaut d'Autodesk. En fait, c'est Autodesk qui a organisé, on va dire, une alliance privée, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'Autodesk fichier fermé, mais en fait, c'est une initiative d'Autodesk qui lance dans une démarche privée en associant 12 sociétés pour prouver l'avantage de l'interopérabilité. Donc l'idée, donc entre tous les logiciels, entre les professionnels, donc c'est d'unir en fait 12 grandes sociétés du monde qui vont pouvoir justement réfléchir à ce sujet de l'interopérabilité. Donc ces entreprises en fait étaient engagées dans la conception de bâtiments, dans l'industrie, dans la construction, dans le développement de logiciels, et ils ont été impliqués. Ils ont été donc impliqués pour leur perspective internationale, parce que c'était aussi des grandes entreprises, et leur volonté d'investir dans l'industrie du bâtiment. Donc après un an d'efforts, ces entreprises ont parvenu à 3 conclusions critiques. En fait, c'est ce qu'ils disaient, c'était premièrement, l'idée de l'interopérabilité était viable et qu'il y avait un gros potentiel commercial. Deuxièmement, que on va dire que toutes les normes devaient être ouvertes à l'international et non privées et non propriétaires. Donc, ces 12 sociétés se disent bon, il fallait trouver un système
permettent à l'ensemble des acteurs des projets de collaborer entre eux, mais que ça devait rester un système ouvert, non propriétaire, et qui devait avoir une alliance pour gérer ça au niveau international. Donc, effectivement, donc on retrouve donc ces trois grandes sociétés, donc notamment à l'initiative d'Autodesk, donc il y avait Carrière, et il y avait Honeywell, il y a ces deux sociétés qui se mettent à œuvrer autour de la construction pour trouver une démarche ouverte et donc permettre l'interopérabilité. Le gros défi de ce collectif, de ce groupe de travail des grands acteurs de la construction, c'était favoriser l'interopérabilité dans la construction entre les différents acteurs, architectes, ingénieurs, structures, les équipes de maintenance, etc. Donc, c'était le gros défi. Donc, comment permettre cette interopérabilité? Et donc, c'est de là, en fait, qu'on va être que va résulter, qui va être créé Building Smart vers 2008, où l'IAI a changé. On va dire qu'il y avait une société où ce groupe a été constitué, avait été nommé plutôt IAI, qui est plus tard devenu Building Smart, afin de mieux en fait refléter la nature des objectifs de l'organisation, etc. Donc, c'est de là que va naître Building Smart, de l'union de ces acteurs, et qui vont permettre en fait de se projeter dans cette idée en définissant un format d'échange qui serait les IFC. Donc, IFC qui va vouloir dire Industry Foundation Class. Donc, de Building Smart, on va retrouver plusieurs chapitres dans différents pays et donc tous vont œuvrer à créer donc ce fameux format. Bon, j'essaye de synthétiser, hein, mais encore une fois, c'est de ces groupes, de cette union de 12 acteurs que va naître Building Smart, qui vont par la suite créer les IFC et qui vont permettre toute une organisation mondiale autour du BIM et autour de la donnée ouverte. Donc, aujourd'hui, ce format IFC d'échange est adopté dans les pays scandinaves, donc, comme les pays comme la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Suède, et donc, voilà, qui ont adopté dans leur projet ce format. En France, l'Open BIM est porté par Building Smart parce qu'en fait, dans chaque pays qu'on a pu voir, Building Smart va s'organiser en chapitres et chaque chapitre va développer en fonction des besoins locaux le développement de ce format d'échange, ce format interopérable qui va permettre justement aux acteurs de collaborer, d'échanger et de construire dans un objectif commun et ouvert. Donc, c'est en France, c'est Building Smart qui gère l'Open BIM. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Open BIM en gros? Qu'est-ce que c'est que ce format? Qu'est-ce qui est né de cette idée, de cette union, de cette collaboration de tous ces acteurs? Donc, Building Smart se développe, donc sur son statut devient international et s'améliore. Et aujourd'hui, il y a une grosse présence dans la construction. Il porte plusieurs projets à BIM et le format IFC aujourd'hui une norme dans les différents projets. Et ce format, à quoi va-t-il servir? À quoi va permettre ce format de IFC? Il va permettre en fait à l'ensemble des acteurs du projet de pouvoir travailler de manière commune, de manière collaborative, avec une même méthodologie. Donc, pour éviter les redondances, etc. Donc, on rentre dans cette démarche Open BIM. On va avoir des acteurs, des éditeurs qui vont travailler, qui vont avoir des données natives
liées au logiciel. Et donc, toutes ces données, on va pouvoir les communiquer et travailler dans une démarche Open BIM avec les différents formats d'échange neutres, notamment le format IFC. Donc, cette démarche Open BIM, qu'est-ce que c'est qu'exactement? Comment ça va être développé? Aujourd'hui, la démarche Open BIM, c'est d'associer, par exemple, ce qu'on appelle un dictionnaire de données, un BSDD, et c'est un recueil de termes de vocabulaire, on va dire dans ce dictionnaire qui va décrire en fait chaque objet d'une construction. Comment l'objet est décrit, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les propriétés. Et donc cette description, elle est commune à tous les acteurs qui justement répondent à cette démarche. Et à ce dictionnaire, puisque l'idée, puisque tous les acteurs doivent communiquer et qu'on doit favoriser la communication, l'interopérabilité, les échanges. Donc, il faut avoir un langage commun. Donc, ce dictionnaire, en fait, va permettre vraiment de créer ce langage et donc permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir se comprendre. Et pareillement, on va associer la méthodologie, c'est-à-dire un processus qui va permettre de créer la donnée qu'on veut réaliser, de créer le projet. Voilà. Mais on va mettre en place un processus. Donc, le processus de réalisation, plus, on va dire, le dictionnaire qui décrit les règles, qui décrit les propriétés des objets, on va dire, c'est en train de porter sur le format IFC qui va être celui qui va héberger, en fait, la maquette, qui va héberger le modèle. Tout ça, ça va être c'est ce qui va constituer l'Open BIM. C'est la maquette, le processus BIM qui permet à l'acteur de réaliser et de livrer l'information et donc c'est dictionnaire de données. Si on projette ça pour que ce soit plus compréhensible, supposons qu'on est on va se projeter dans une analogie de téléphone intelligent, par exemple. Si on prend, supposons que les IFC, c'est le système d'exploitation. Un IFC qui veut dire Industry Foundation Class. Industry Foundation Class, ça va être le système d'exploitation. Et on va avoir des applications dans ce téléphone qui vont être ce qu'on va appeler des MVD, on va dire des définitions de vue, de modèles de vue definition. En fait, c'est une représentation du modèle, c'est-à-dire je veux voir que la partie structure, je veux voir que la partie archi, je veux voir que la partie… Voilà. Et toutes ces vues, en fait, vont être basées sur une même description. Donc, le système et les applications fonctionnent donc à l'échelle internationale, puisque tout le monde va utiliser la même base et le même langage. Et donc, il n'y aura pas de problème de traduction, il n'y a pas de problème de lecture, ce qui fait que, contrairement par exemple à un téléphone, si par exemple vous avez une application Android, bon, il ne pourra pas marcher sur un Apple, par exemple. Tandis que ici, en fait, dans cette démarche, puisqu'on a cette base qui va être commune, bon, dans n'importe quel système d'exploitation, dans n'importe quel logiciel qui répond aux exigences de Building Smart, bon, on va pouvoir lire ces données. Donc, en fait, les IFC, on va dire, c'est vraiment un système d'exploitation d'un langage. Voilà. Et le fait qu'il soit complètement indépendant, et donc, du coup, il n'y a pas de fermeture et ça répond exactement aux exigences de départ de mettre un langage ouvert et commun à tous. Donc aujourd'hui, comment sont organisés ça? On parle en France d'écosystème Open BIM. D'écosystème Open BIM avec plusieurs variables. On va parler donc, la donnée va être gérée dans le format IFC. C'est là qui va gérer le bâtiment. Puis on va avoir le dictionnaire, qu'on va appeler les IFD. En plus, on va avoir le processus qu'on va appeler les IDM. Donc, en gros, comment ça se présente?
Les IDM correspondent au processus. Donc, tout ça, ce sont des données normalisées qui répondent à des normes ISO. Et voilà. Donc, on va avoir différents formats et données qui vont permettre en fait de mieux organiser cette collaboration et cet échange. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas que de créer un modèle pour pouvoir l'échanger et discuter avec des acteurs, mais il faut aussi organiser ces échanges, il faut savoir mettre des règles, et donc tous ces besoins vont répondre à des normes. Donc ici, on va avoir le dictionnaire qui va répondre à une norme spécifique, et donc on va aussi avoir les modèles de vue spécifiques, les définitions, qui vont répondre, par exemple, dans un bâtiment, je veux avoir une vue de tout ce qui concerne la structure. Bon, effectivement, ça va traduire un modèle et je vais pouvoir exporter que la structure. Et donc, toutes ces données, en fait, vont pouvoir être échangées. Bon, pour encore mieux comprendre le modèle, on va avoir donc, le projet où l'ensemble des acteurs collaborent et discutent entre eux, et on va pouvoir échanger en fait, pas forcément toute la maquette, on va changer une vue de coordination, une vue de structure, en fait, on va définir ce qu'on veut voir, et on va pouvoir exporter cette donnée au format IFC en fonction de la donnée qu'on veut exporter de notre maquette. Et cette donnée, en fait, va se comporter comme va pouvoir être lu par n'importe quel acteur. C'est-à-dire, j'extrais et j'exporte ma vue de définition et je vais pouvoir la partager. Voilà. Donc, on a aussi différentes versions des IFC, à savoir effectivement depuis 2005, il y a énormément d'évolution, que le format a évolué. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que on atteint la dernière version des IFC qui est les IFC 4. Donc on va essayer de dégrossir ça encore, c'est vrai que pour que ça soit un peu plus clair. Mais là, quand on va parler de modèles de coordination sur les IFC 2D, on va dire c'est cette version qui est la plus largement adoptée par les éditeurs de logiciels. Aujourd'hui, on va dire qu'il est très important pour la coordination et la détection de conflits dans la phase conception. L'idée, encore une fois, c'est que chaque éditeur, ici, c'est l'archi, je peux utiliser un logiciel X. Moi, je suis un autre, je fais de la structure, j'utilise mon propre logiciel, mais ce qui fait que moi, l'archi va pouvoir m'envoyer son modèle architectural, et moi, je vais pouvoir récupérer dans mon logiciel de structure, et donc continuer à travailler avec le modèle architectural sans perte de données ou autre. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des modèles de vue de définition, c'est-à-dire qu'on a la maquette, et on va avoir différentes vues spécifiques. Mais ces vues, lorsqu'on les exporte, on a toute la donnée qui est accessible, qu'on peut consulter, mais c'est des données, pour les modifier, il faut les charger dans un logiciel de création de données, c'est-à-dire de type Revit, ou alors un autre logiciel de type notre logiciel qui va permettre la conception et la modélisation des données, du projet. Donc, ces vues, en fait, ces différentes vues spécifiques, c'est ce qu'on appelle des MVD. C'est-à-dire que j'ai mon projet, dans mon projet, je collabore et j'envoie des vues spécifiques d'échange, je collabore avec des différents acteurs. Et donc, ces vues s'appellent des MVD. Et tout ça sont portés effectivement par ce format IFC. Donc, le format IFC, il va donc contenir la géométrie plus l'information qui décrit le processus. Et donc, c'est ce qu'on va permettre ici de transporter l'information vers son logiciel ou son application préférée qui va récupérer l'ensemble
de données. Donc, progressivement, on a eu plusieurs versions des IFC. On arrive de plus en plus vers cette dernière version qui est beaucoup plus performante, qui intègre beaucoup plus de données, qui est l'IFC 4. Concrètement, alors comment va se comporter les IFC? Comment on peut essayer de changer ça? En fait, il s'agit d'un format de fichier spécifique du modèle. Pour être un peu clair, supposons il y a plusieurs formats neutres. On a par exemple, si on se positionne, on a le format PJN, si vous connaissez, pour tout ce qui est image numérique, le MP3, que n'importe quelle application de lecteur n'importe quel lecteur de musique peut lire du MP3. Pareil pour tout ce qui est lecteur d'images numériques, l'HTML est le langage qui est le langage du web, donc n'importe quel ordinateur peut charger une page. Donc l'IFC veut se comporter en fait comme le format, comme le format d'échange du bâtiment. Donc il s'agit d'un format de fichier ouvert qui permet l'échange de données non propriétaires, comme vous pouvez le voir, de données non propriétaires, comme vous pouvez le comprendre dans cet objectif de collaboration. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un format fermé avec des données qui sont spécifiques d'un éditeur. Le but des IFC, c'est vraiment d'ouvrir la donnée et permettre à n'importe quel acteur de pouvoir la consulter et traiter l'information. Donc IFC, qui veut dire Industry Foundation Class. Et donc, comme je vous le disais, il y a ce format IFC, mais ce format IFC, ce format IFC va répondre, va se baser sur ce qu'on appelle le BDD Dictionary, et qui va prendre en compte la description, en fait, comme on l'a défini précédemment, la description de chaque objet dans des règles normalisées, et qui va permettre à chaque acteur de pouvoir lire l'information. Donc le dictionnaire de données, on va dire, c'est un standard qui développe, c'est un standard que Building Smart développe. Et donc comme on l'a vu, on a les IFC, on a les IDM. Si je reprends, donc en fait les IDM c'est le processus, les IFC c'est le modèle, c'est le conteneur du modèle, et donc on va dire le dictionnaire ici, c'est ce qui va décrire les objets, qui va faire en sorte qu'il y ait un mappage entre les langues, les données, entre les composants, etc. Donc tous ces éléments vont être décrits dans les IDM. Et donc, comment se comporte le dictionnaire pour une porte, par exemple? Ici, on va avoir la hauteur de la porte. Donc, on va retrouver ici différents. On va identifier l'élément avec un numéro unique d'identifiant. Donc, on sait c'est l'élément, quel élément. Donc, cet élément peut être lu dans n'importe quelle langue, puisque du coup, du fait de son ouverture, et il va pouvoir automatiquement être lu dans n'importe quel pays, donc, en fait, qui répondent aux exigences des IFC, et pouvoir être reconnu dans ces données. Et donc, on va retrouver l'ensemble des caractéristiques de ces éléments directement. Donc, dans mon projet, je vais dans mon logiciel de modélisation, je vais charger une bibliothèque d'objets. Peut-être que cette bibliothèque a été constituée en base de données IFC. Donc, dans ma maquette, je vais construire mon bâtiment. Mais après, lorsque je vais communiquer avec d'autres acteurs du projet, je vais exporter une vue de mon bâtiment en IFC, parce que moi, si j'utilise un logiciel et que les autres acteurs avec qui je collabore n'utilisent pas mon logiciel, bon, ils vont pouvoir
traiter et récupérer la donnée du projet, peu importe leur format, parce qu'ils voilà, ils vont répondre aux données IFC. Donc, ce qui fait qu'on travaille dans une continuité de l'information sans avoir à ressaisir, à imprimer, etc. La donnée reste viable, etc. Donc, en résumé, on peut, en quelques minutes, si on résume, donc on a l'ensemble des architectes, des ingénieurs, enfin, tous les acteurs de la construction ont un réel besoin d'évolution et de changer de méthode. Parce qu'on a vu, ces 10 dernières années, bon, il y a eu un gros problème dans le secteur du bâtiment qui stagnait. On a pu voir la courbe ici qui n'évolue pas. Donc, il a fallu améliorer les méthodes par une nouvelle façon de faire. Donc, prendre, on va dire, trouver une façon de prendre en charge un flux de travail transparent qui va permettre en fait aux différents acteurs d'un projet ici voilà de pouvoir travailler. Par exemple, on le voit lorsqu'on travaille de manière désynchronisée, on perd de temps, il y a une perte de temps, forcément une perte d'argent. Et donc du coup, pour améliorer ce processus, il fallait que l'ensemble des acteurs travaillent de manière concurrente et ensemble afin de porter le projet. Donc l'idée, chacun apporte sa pertinence, chacun apporte sa vision sur le projet et donc va permettre une amélioration du processus de construction du projet. Donc c'est tout ça l'idée de l'Open BIM. L'idée de l'Open BIM, c'est vraiment permettre que l'ensemble des acteurs peuvent travailler ensemble. Et voilà. Donc supposons, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un projet. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais, excusez-moi, j'ai dû sortir dans mon slide. Voilà. Donc, on va prendre ici l'exemple, on illustre l'exemple d'un projet sur. Voilà, on va illustrer l'exemple je reviens en arrière parce que je suis sorti rapidement. L'idée, c'est d'illustrer un projet de bâtiment ou un projet d'école où l'ensemble des acteurs vont travailler ensemble. Et donc, bien sûr, forcément, la maîtrise d'ouvrage va définir ses besoins qui va être donc dans un cahier de charge, dans une cahier de charge BIM. Et donc, les autres acteurs vont pouvoir effectivement, à partir de ça, utiliser leur solution logicielle préférée pour pouvoir modéliser et construire en fonction des prérequis et des demandes de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, cette maquette va embarquer l'ensemble des données, des caractéristiques qui définissent l'objet, embarquer les données énergétiques, de dimensions, de propriétés, etc. Et donc, ce projet va bien sûr être géolocalisé et que et l'ensemble, vous voyez, l'ensemble des acteurs intervenants échangent ces données du projet sans avoir, encore une fois, de perdre de l'information ou autre. Après, effectivement, il va y avoir des règles pour pouvoir correctement exporter cette information. C'est ce qu'on verra par la suite, mais qui va permettre en fait un gain de temps parce que la maquette va héberger toutes ces données du projet. Donc, bien sûr, qui va amener jusque dans la phase dans toutes les phases du projet, on va pouvoir consulter cette information, les données de prix, les données techniques. Donc, on va pouvoir optimiser le projet, faire des simulations, à savoir si j'ai un type d'équipement ou si j'ai un autre, si je le remplace, combien ça va me coûter, jusqu'à avoir exactement le bon objet qu'on souhaite utiliser et donc livrer le bâtiment à temps et pouvoir en fait amener la gestion de la donnée jusque dans la phase d'exploitation-maintenance, où là, encore une fois, c'est l'acteur qui va gérer l'exploitant ou le mainteneur, va pouvoir consulter, commander, gérer
gérer ces actifs à partir de la donnée BIM. Donc, l'idée donc en fait de Building Smart, c'est vraiment apporter cette aisance dans la communication, cette ouverture et permettre en fait à l'ensemble des acteurs de travailler. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est encore imposé, on n'est pas dans l'imposition, mais on est dans cette démarche où Building Smart, au niveau international, travaille justement à améliorer les aspects de collaboration et favoriser la construction durable dans le bâtiment, améliorer le processus et sortir des méthodes archaïques, fermées en fait, voilà, où c'est beaucoup plus complexe de collaborer avec les autres acteurs. Donc, cette vision de l'Open BIM en France va être portée par cette vision de l'Open BIM en France va être portée pour récupérer cette vue où on a parlé des différents formats, on a parlé des IDM, des IFC, on n'a pas encore vraiment parlé des BCF, mais on va y venir par la suite. Donc, on va avoir différents niveaux, on va avoir les objets BIM, on va avoir donc les acteurs qui vont définir le processus. Après, on va avoir tout ce qui est convention et normes ISO de collaboration, etc., qui va définir un petit peu ce qu'on appelle l'écosystème de normalisation de l'Open BIM, qui va être défini par ces règles. Ce qui va être important de retenir, c'est vraiment ces normes, ces différentes normes qui vont vraiment être spécifiques et vont apporter une réponse à un besoin bien défini. L'aspect du dictionnaire, l'aspect de comment définir un BCF, comment est constitué le format IFC, etc. Donc, je vous sollicite encore une fois pour vous demander quel est votre degré de connaissance en BIM. Parce que alors, est-ce que donc, je vais vous solliciter pour pouvoir répondre à cette question. Quel est votre degré de solution en BIM? Je ne sais pas si vous y répondez. Non, en fait, excusez-moi, la question affichée n'est pas la bonne. Il y a un décalage sur les slides. Avez-vous déjà mis en place une démarche BIM dans vos projets? C'est ça la question. Avez-vous déjà mis en place une démarche Open BIM dans vos projets? Donc, il y a oui, je favorise le plus que possible un processus en Open BIM. Non, je ne travaille que dans un écosystème close BIM parce que voilà, pour des raisons X et Y. Non, aujourd'hui, vous êtes là en veille à force pour voir exactement ce qu'il en est de l'Open BIM ou pour d'autres raisons. Donc, si vous voulez participer à ce petit sondage, ce sera bien. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Voilà. Donc, on va pouvoir afficher les résultats. Autre, alors oui, je favorise effectivement, non, je travaille dans une démarche, il y a comme, voilà, dans une démarche, donc on a 13% de participants qui restent dans une démarche close BIM, 25% qui travaillent dans une démarche open BIM, et donc il y a d'autres qui sont en veille, voilà, c'est l'idée, et 38% pour d'autres raisons. Mais ce qui est intéressant, vraiment, encore une fois, c'est cet aspect Open BIM. Pourquoi l'Open BIM? C'est vrai que j'ai abordé le webinaire avec des sujets techniques, à savoir quelles sont les définitions ou autres, mais l'enjeu de l'Open BIM, il est pour moi indéniable. Il est indéniable, encore une fois. J'ai commencé ce webinaire par reprendre cet exemple de la tour de Babel.
où on ne peut pas continuer à travailler que dans une démarche fermée où on va dépendre que d'un éditeur, à savoir que par exemple, Autodesk, qui, qui a la solution la plus utilisée dans le monde, dans le démarche BIM, est très proactif sur le sujet pour permettre justement cette ouverture, pour permettre à l'information de vivre, pour permettre à la donnée de la construction de vivre. Après, effectivement, tout n'est pas encore en place pour permettre cette ouverture, mais il faut vraiment s'inscrire dans cette démarche pour la favoriser, je pense. Donc, parce que justement, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est de cette norme du BIM dans les échanges? Si on regarde souvent ce qui se passe du côté des Anglais, et c'est vrai qu'ils avaient imposé, vous savez, le BIM niveau 2, à savoir que dans le BIM niveau 2 qui est imposé, aujourd'hui, les IFC ne fait pas partie du mandat qui a été défini. Comme on peut le voir ici, les normes des IFC apparaissent au niveau 3. Donc, c'est dans le niveau 3, en fait, avec un objectif 2025 qui aurait une imposition de travailler dans une démarche Open BIM. Aujourd'hui, c'est vrai que dans un objectif BIM niveau 2, où les différents acteurs ne sont pas en co-construction de manière intégrée, ben, effectivement, on est dans ce partage de fichiers. Il n'y a pas d'obligation encore de travailler dans cette méthodologie, bien que dans les appels d'offres, on peut constater de plus en plus que on demande le format natif souvent, la maîtrise d'ouvrage aussi exige le format ouvert du projet. À savoir que ce format ouvert, bon, pour le modifier, il faut en fait, bon, je vous le dirai ça un peu plus dans un autre slide précédemment. Un IFC se comporte comme un PDF. C'est comme un PDF de votre bâtiment avec toute la donnée consultable dans laquelle vous pouvez naviguer, mais la donnée qui est figée dans l'IFC parce qu'elle appartient à la personne qui l'a générée à un moment donné, qui correspond à une valeur, à un moment donné. Donc, ce format, lorsqu'il est ce fichier comme un PDF, il n'est pas amené à être modifié de sa valeur. Il n'est pas amené à être modifié, si ce n'est de le rééditer dans un logiciel de production et pour pouvoir le toucher. Mais sinon, les IFC dans les viewers et tout, on n'est pas amené à concevoir et à modifier le format édité. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit, mais ce qui est intéressant, ici, on va retrouver ces différentes normes qui ici. On voit ici que les IFC sera mandaté plutôt en 2025 sur le niveau 3 en Grande-Bretagne. Alors en France, c'est vrai que on est souvent dans cette démarche où c'est vrai qu'on travaille dans cette évolution. Building Smart et Mediaconstruct aussi travaillent dans cette démarche. Il y a énormément de choses qui sont faites, mais on n'est toujours pas dans cette imposition pour dire on va imposer un travail en IFC, on va travailler en collaboration. Donc en bref, l'IFC, c'est l'interopérabilité entre logiciels, l'interopérabilité entre les acteurs. Le problème, en fait, en ce moment, lorsqu'on demande à tout le monde de créer des fichiers dans un format natif et d'y intégrer leur valeur ajoutée, c'est-à-dire HVAC, clim, en fait, d'y intégrer leur valeur métier, dans la plupart des cas, aujourd'hui, on va retrouver du Revit. On va retrouver des logiciels de type Revit pour une grosse majorité des solutions. Donc, les entreprises qui n'ont pas de Revit et qui n'ont jamais utilisé vont être obligés de l'utiliser afin de pouvoir soit répondre à un appel d'offres ou soumissionner sur des grands projets. Donc, lorsque les IFC seront mandatés, on va dire,
lorsque ce sera de manière normalisée, peut-être imposé ou recommandé, on va dire même prescrit sur deux projets. Ça va dire en fait que ça voudrait dire que toutes les entreprises vont pouvoir continuer à utiliser leur logiciel préféré, mais pourront travailler sur le projet. Aujourd'hui, concrètement, on le voit bon, ça se développe de plus en plus. Le format avec avec la version 4 des IFC est beaucoup plus stable, mais on n'est pas encore dans cette démarche de BIM intégré où la valeur est fiable ou autre. Donc c'est pour ça qu'on attend dans un objectif 2025 où on va retrouver cette donnée centralisée qui va permettre à l'ensemble des acteurs de travailler. Ce qui signifie que beaucoup de personnes seront ouverts aux appels d'offres pour des projets tant que la norme des IFC seront respectées. Et c'est là-dessus qu'en fait que l'Open BIM va être. Parce que moi, je viens j'ai longtemps travaillé chez un éditeur où proposer un format Open BIM. C'est très intéressant et je pense que c'est une façon, surtout dans les données d'engineering, mais on doit se fier à une donnée de calcul et d'analyse. Et donc là, c'est pas évident de ne pas garantir l'intégrité de l'information. Et donc parfois, on préfère travailler soit en API et travailler directement dans le logiciel pour pouvoir échanger. Mais le gros, vraiment le summum et l'objectif, et j'en suis de plus en plus convaincu, c'est lorsque j'ouvre ma maquette, je demande une maquette, par exemple, clim ou structure ou électrique, je me plug je charge ce modèle dans mon logiciel métier et là, je récupère la donnée que j'ai besoin et sans perte. Et donc, je peux pouvoir réinjecter et renvoyer. Et là, on serait dans un réel modèle d'échange. Et ça n'enlève pas pour autant les spécificités des logiciels métiers. C'est juste que ça permet en fait au contraire d'être plus ouvert. Et je suis persuadé que ça représente une réelle opportunité de pouvoir dire j'ai mon logiciel de dimensionnement, de calcul, de chiffrage du prix de n'importe quel métier et je peux donc interagir et me connecter dans le processus de collaboration, de construction du projet. Donc voilà l'idée de Building Smart, en fait l'objectif de Building Smart qui, on va dire avec ces différents, ces 4 anneaux qui souhaitent développer justement l'aspect conception, l'aspect approvisionnement, l'aspect assemblée, parce que de plus en plus en fait sur les chantiers on travaille sur l'assemblage, à savoir on va être sur du préfabriqué où l'ensemble, l'assemblage on va dire remplace la construction on travaille plus sur place, on ne travaille plus sur le chantier, enfin on va plus le faire. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais l'idée, on rentre dans tout ce qui est dans la préfabrication où on va pouvoir assembler sur place et non plus tout faire. Et pouvoir gérer ça, le BIM est indispensable. Et donc, bien sûr, l'aspect exploitation est aussi présent, qui va prendre en fait toutes les activités nécessaires à l'exploitation du bâtiment dans un projet tant de bâtiment ou d'infrastructure qui va comprendre la surveillance, l'entretien, enfin toutes les tâches de gestion, exploitation, de facility management d'un projet. Et donc, il y a une vraie organisation qui travaille dans Building Smart International à œuvrer là-dessus. Donc, voilà. Donc, l'idée, on a vu tout ça, on a vu les différents formats. On va travailler maintenant sur l'export, savoir comment on va gérer cet export. Supposons qu'on a Open BIM Data Exchange. On est sur son logiciel préféré, Revit ou autre. Donc, ça, c'est l'environnement natif. Vous travaillez, etc. Vous pouvez exporter votre donnée dans un format IFC, qui va permettre à d'autres acteurs de collaborer. Vous pouvez dire, je vais utiliser
un format de collaboration où je vais récupérer, par exemple, la maquette et j'aimerais justement faire une annotation sur un point, sur un problème spécifique, sur une vue spécifique, sur un objet spécifique, mais pas forcément sur tout le projet. Mais je vais donc exporter un format BCF pour faciliter l'échange de données entre différents logiciels, mais pas forcément où je ne veux pas avoir à exporter toute la donnée, mais juste le point. Voilà, donc, l'idée, c'est de permettre vraiment cette collaboration, cette coordination entre les logiciels de création de données et d'autres logiciels d'exploitation ou de gestion de cette donnée. Je prends par exemple BIMTrack, qui est une solution, on va dire, de tracking, des gestions et de collaboration, d'échanges, autour du projet, donc qui va gérer les clashs. Et donc, lorsqu'il y a un problème ou un conflit dans le bâtiment ou dans le projet, il va pouvoir gérer une vue spécifique à ce problème, la noter, l'affecter à quelqu'un et l'intégrer dans le processus. Donc, on est dans cette démarche open qui représente ces différents formats. Et donc, ce qui fait que, qu'est-ce que ça permet, ces différentes données open, c'est de pouvoir aussi de rendre accessible l'information sur des tables Excel. On pourra parler d'autres formats comme le COBI, qui va permettre, qui va avoir de données d'exploitation du bâtiment qui a été réalisé. Et donc voilà, donc l'OpenBIM, c'est vraiment, j'ai mon projet de bâtiment et la donnée qui décrit ce projet, bon, elle est accessible et exploitable et exportable et réutilisable par tous les acteurs qui sont identifiés dans le projet. Donc on va voir différents modèle de vue en fonction du projet. Voyez, donc en fonction de la phase du projet, là où on est, en fonction qu'on utiliserait vite, on peut avoir une plateforme qui va centraliser la donnée, je veux exporter l'archive, je veux utiliser mon logiciel de création pour fournir en fait l'information nécessaire sur les différents formats. Donc, sur les différents. On est dans cette phase où, encore une fois, où nous examinons le processus BIM utilisant les IFC comme il peut également être utilisé pour générer des données, d'autres données de type COBI. Ici, c'est ce que je vous dis. On crée la donnée, on peut générer des données sur feuille Excel pour une utilisation dans d'autres applications pour l'exploitation du bâtiment durant tout le cycle de vie. En fait, l'idée, c'est on a la donnée qui est fiable. On doit travailler. Je dis, bon, il y a encore pas mal de travail à faire pour fiabiliser ce format. Je pense qu'on y arrivera dans les objectifs du BIM intégré. C'est pour ça qu'il y a énormément de travaux qui sont faits dans ce sens. Mais on ne va réellement pas négliger cet objectif OpenBIM qui est pour moi, enfin pas pour moi, hein, je fais que reprendre les idées qui sont partagées, auxquelles j'adhère pleinement. Voilà, on est dans ce modèle du BIM qui fonctionne parce qu'il a un objectif d'être ouvert, parce qu'il a un objectif de collaboration. Encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des différents formats ou d'internet ou autre, c'est de pouvoir, j'envoie mon projet, vous le récupérez dans votre application, vous travaillez dessus, vous me le renvoyez, et quand on arrivera à ce modèle, et voilà, on sera là, je pense dans le second. Après, ce qu'on ne peut pas faire par contre avec ce qu'on ne peut pas faire avec les IFC, je voulais ce que je vous dis, c'est par exemple, un IFC n'est pas un format original, n'est pas le format original du créateur, de la personne qui crée la donnée. Donc, dedans, on ne va pas avoir
d'objets de nature paramétrique, c'est-à-dire je peux ouvrir les IFC, je sélectionne une porte et je dis change par une autre porte, etc. En fait, l'idée, c'est pas ça, c'est que je consulte le travail de l'architecte avec toute la donnée que l'architecte me propose. Donc, j'ai accès à la donnée, je peux la consulter, je peux l'exploiter, etc. Mais par contre, pour modifier l'information, dans l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir l'IFC dans le logiciel de modélisation pour pouvoir construire la donnée. Donc, c'est comme si je prends cet exemple encore une fois, c'est comme vous avez un bâtiment Word et que vous exportez au format IFC. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rouvrir le PDF dans Word. Mais c'est vrai que par exemple, si on prend cet exemple de Revit où j'exporte un IFC, dans Revit, je peux réimporter l'IFC qui va réinterpréter la donnée. Donc, je monte à revoir quand même mon petit schéma. Donc, on est dans les avantages, ce qui va permettre d'échanger avec d'autres fabricants, avec un environnement, avec d'autres environnements de logiciels, un logiciel A, un logiciel B, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir contrôler la qualité de l'information. Et l'IFC, c'est vraiment dire que j'ai un rôle de coordination, de BIM management, où je n'ai pas besoin d'avoir le logiciel lourd de modélisation. Moi, vous avez une tâche qui est de modéliser une donnée. Moi, vous m'envoyez ma donnée en IFC, je peux contrôler si c'est correctement fait. Voilà, donc ça va, on rentre dans cette continuité où on n'est pas bloqué, on n'est pas lié à un logiciel, on est voilà, on est. Vous imaginez si vous récupérez une donnée en MP3 et que si il me fallait un écran spécifique pour lire la musique, ou ce sera compliqué. Je sais que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple, mais l'idée que je vois, ce sera vraiment celle-là. Après, on a des arguments contre. Les arguments contre les IFC, ce qu'on entend souvent, c'est que il y a une perte de données à l'import-export, que la limitation de la capacité de reconstruire une géométrie est complexe, qu'il y a des difficultés entre logiciels pour catégoriser les composants de construction, on n'arrive pas toujours à retrouver les mêmes catégories, etc. Que les IFC est en format modifiable, qu'il n'y a pas d'aller-retour, et le fichier IFC ne fournit pas de données graphiques pour tout ce qui est production de plans, les ombrages, archures, etc. C'est pas le but. C'est pas le but du format. Et je pense encore une fois qu'il est très pertinent de pouvoir échanger, de conserver encore une fois son outil préféré de modélisation. Son outil préféré de modélisation et c'est là où on va voir la performance d'un Revit. C'est parce que une solution comme Revit qui va pouvoir permettre de répondre à différents usages métiers, qui va couvrir l'architecture, la structure, la clim, l'électricité, etc. Mais il permet aussi à un autre acteur de récupérer cette information et pour pouvoir la compléter et l'enrichir avec des données métiers. Donc, la force de l'éditeur, c'est de pouvoir justement offrir les outils pour créer, mais aussi permettre et fournir un pont et une porte fiable pour pouvoir exporter ce que je viens de construire. Et donc, parce que effectivement, je suis éditeur, je construis, mais j'arrive pas à dialoguer. Je parle pas la même langue. Voilà, je comprends pas ce qu'on me dit. Voilà, l'image, elle est là. L'image est là. Je construis, mais je sais pas parler aux gens. Je ne peux, voilà. Donc, il faut qu'on arrive dans cette phase où on dialogue pour pouvoir. Voilà. Donc là, je fais un point, tout à l'heure, on avait fait un point sur l'IFC. Là, on va parler du BIM Collaborate Format. On parle ici, c'est un protocole d'échange voilà, qui va lier l'environnement collaboratif. Voilà, l'idée, c'est ici, c'est de permettre à des solutions comme Solibri ou des solutions d'Araconex ou d'autres logiciels qui vont intervenir
dans la maquette, de pouvoir collaborer, suivre, échanger des parties, des bribes, des morceaux de la maquette, mais sans perdre le lien, sans perdre la relation, sans perdre l'intelligence entre l'information. Moi, je trouve ça super. Et, euh, et donc, du coup, bon, je vais conclure. Exporter, quels paramètres, comment faire, etc. C'est la question qu'on se pose. Moi, je vais pas tarder à conclure. C'est la question qu'on se pose. Comment on exporte? Donc aujourd'hui, par exemple, si vous utilisez une solution comme Revit, vous avez un projet d'infra ou voilà, un projet de construction voilà, dans Revit. Aujourd'hui, Revit propose un format propose une fonctionnalité d'export. Du point de vue, on va dire, de la création, il y a un réel écart entre ce que vous avez à l'intérieur de Revit prêt à l'emploi et ce qui est vraiment requis par les IFC. C'est pour ça que parfois, lorsque vous êtes dans Revit et que vous voulez exporter votre maquette et que vous utilisez l'export natif, généralement, il y a plein de lacunes, il y a plein de problèmes dans votre export. C'est pour ça qu'il est indispensable de télécharger sur l'App Store d'Autodesk une application qui va permettre en fait de combler les écarts entre ce que nous avons à l'intérieur de Revit et ce qu'on attend des IFC. Donc, il y a, dans Revit, vous avez cet export qui permet, on va dire, voilà, d'aller configurer les modèles de vue. Hein. Vous allez choisir quel format, et ici, vous allez choisir vos MVD et pour définir en fait la vue de l'IFC que vous allez exporter. Ou alors soit le format IFC, soit une définition de vue de modèle, ce qui représente un sous-ensemble bien sûr de l'IFC. Donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nécessite parfois plusieurs échanges entre les différents acteurs, donc il faut exporter, il faut réimporter. Donc la méthode utilisée par Building Smart pour définir en fait ces exigences sont définies dans les IDM, à savoir comment on va échanger, quelles sont les règles, etc. C'est les IDM qui vont le définir. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a l'IFC qui est le véhicule qui va transporter, qui va héberger la maquette. Après, effectivement, il y a toutes ces règles qu'on a vues précédemment qui permettent en fait de correctement organiser la donnée et gérer les échanges, etc. En fait, la définition officielle de la vue du modèle dans la vue du modèle qu'on veut faire sont publiés sur les sites de Building Smart et on peut donc aussi je vois il y a Building Smart, ils ont développé un outil qui s'appelle IFC Doc qui va permettre en fait de définir et documenter les exports, les vues de modèles qu'on va faire. Donc ça peut être intéressant sur les sites de Building Smart, vous le trouvez, vous tapez IFC Doc, vous pouvez récupérer cet élément qui va vous permettre de définir votre vue. Parce que ça, c'est super important. Lorsque vous êtes dans la maquette, en fait, si l'export que vous allez faire n'est pas correctement réalisé, n'est pas correctement configuré, ça ne fonctionne pas. Souvent, on dit l'IFC ne fonctionne pas, etc. Et c'est normal. Si on n'a pas si on n'a pas concrètement configuré son modèle d'export et que on n'a pas défini clairement ce qu'on voulait exporter, c'est normal que ça ne marche pas. C'est normal que ça ne se passe pas toujours. Parce qu'on peut, dans la maquette, on me dit souvent aussi, mais j'ai choisi exporter IFC, donc ça devrait exporter les IFC, mais l'idée, c'est pas exporter l'IFC, c'est qu'est-ce que j'exporte, qu'est-ce que je veux communiquer, qu'est-ce que je veux dire. La question, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire à l'interlocuteur qui va récupérer l'information. Et là, bien sûr, le langage, c'est français, je parle français, vous me comprenez, mais je choisis mes mots, je construis mes phrases pour que vous puissiez me comprendre. Et l'idée ici, c'est pareil. Je n'envoie pas tous les mots de but en blanc et voilà, donc je construis mon argumentaire, etc. Donc l'idée de l'IFC, c'est un peu similaire.
j'exporte j'exporte une vision, une vue, mon bâtiment, une vue archi, une vue structurelle, etc. Donc, je vais définir ce que je vais mettre dedans pour que la personne qui va le lire le comprenne. Donc, voilà l'idée. Donc, après, il y a aussi ce qu'on appelle les checklists. Il y en a aussi le checklist d'export de Revit qui permet en fait de préparer son modèle d'export. Il y a plusieurs choses que vous pouvez retrouver là-dessus. Hein, parce que c'est vrai que lorsque vous travaillez dans la méthodologie OpenBIM, beaucoup trop utile, même dans des cadres de convention, d'inclure cette liste de contrôles standards dans le cadre de leur exportation IFC. C'est des choses qu'on peut intégrer dans les conventions. Et ce qui est aussi un peu pertinent, encore une fois, moi, que Cotones vraiment travaille sur cette ouverture, cette collaboration avec les autres acteurs. Il y a ce guide, il y a le guide de standard des IFC pour Revit, qui est aussi pertinent. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, je parle beaucoup de Revit. Bon, c'est chez Man & Machine, nous sommes encore une fois premier partenaire de Autodesk. Donc nous équipons plusieurs de nos partenaires et concrètement, voilà, c'est une des solutions les plus utilisées, mais sans fermer la porte aux autres. Par contre, très pertinent, Revit est la première plateforme BIM avec une double certification d'exportation IFC 4. Donc l'IFC 4, c'est un énorme pas en avant en termes de robustesse, si on peut dire ça comme ça, et qui va résoudre plusieurs problèmes par rapport aux IFC qui se sont posés jusqu'à présent, tels que on connaît les problèmes de mappage de la géométrie, où là on va avoir une apparence qui est vraiment améliorer. On va voir les fonctions de courbe qui étaient auparavant un peu facetées, si je peux dire ça comme ça, dans la version précédente des IFC et des X3. Aujourd'hui, ils sont entièrement définis géométriquement. Donc voilà, on va voir ces améliorations donc, qui vont permettre en fait au BIM. Mais la question aujourd'hui aussi, puisque tout le monde va créer du BIM, qui est responsable de la création de son fichier? Et qui est responsable? J'aurais pu vous la poser cette question d'ailleurs. Ce serait intéressant de vous demander qui est responsable dans. Je l'ai pas intégré, dommage. Mais qui est responsable dans la création de ces données? On va dire que concrètement, en fait, chaque acteur qui est responsable. Chaque membre de l'équipe BIM au sens large, on va dire, est chargé de produire ses propres éléments dans ses parties, dans ses propres parties, dans son propre métier. Par conséquent, tout le monde est responsable de sa donnée. Donc lorsque l'architecte va exporter son IFC, il est garant de son export, comme chaque acteur. Et bien sûr, après, c'est chapeauté par un BIM manager sur le projet qui va définir les règles, qui va faire appliquer les règles attendues par la maîtrise d'ouvrage sur ces projets, qui va appliquer son processus pour pouvoir modéliser, mais chacun est responsable voilà. Alors, je retrouve cette question. Avez-vous... Non, je crois qu'on avait deux questions. Donc voilà, donc on va conclure ici, on arrive bientôt, voilà, donc ici, l'offre de service OpenBIM, aujourd'hui Building Smart accompagne les acteurs par de la certification. Donc aujourd'hui, je vous conseille vivement d'être formé sur le BIM, sur l'OpenBIM si vous ne l'êtes pas, c'est ce qui vous intégrer dans une démarche de co-construction, de pouvoir parler avec les acteurs, d'interagir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer dans cette démarche de certification de Building Smart sur les connaissances de base. C'est une formation de 2 jours qui est couronnée par un certificat. C'est un certificat que délivre Man & Machine aujourd'hui.
et qu'on peut vous former dessus et que, voilà, qu'on est aujourd'hui partenaire de Building Smart. Il faut savoir que Man Machine accompagne énormément Building Smart International sur l'Europe, sur la définition et la constitution de ces certifications, de ces règles, etc. Donc voilà, donc raison pour lesquelles aujourd'hui je vous présente ce webinaire. Et il y a aussi cette formation qui est très, en fait, ce label qu'on peut dire qui est propre à Building Smart France. Ouais, moi, je ne suis pas dans Building Smart France, mais aujourd'hui, j'en fais la promotion parce que aujourd'hui, Man Machine a obtenu ce label, mais au-delà de ce label, je pense que aussi c'est très important de pouvoir apporter une accréditation sur quel organisme est capable de nous amener dans cette connaissance, de nous embarquer dans ce travail collaboratif, dans ce travail d'interopérabilité qui va nous permettre en fait de construire ensemble et de faire vivre, mieux gérer nos bâtiments, etc. Donc nous aujourd'hui, on est capable de vous accompagner par toutes ces formations. Nous sommes disponibles et accessibles sur notre site internet manandmachine.fr. Vous avez toutes nos références, pardon, excusez, vous avez toutes nos références et vous pouvez suivre nos podcasts, etc. Donc, si vous avez des questions, je veux bien répondre à quelques questions si vous en avez. Et autrement dit, alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Si je peux répondre, où est-ce qu'on va trouver les questions? D'accord. Alors, quel est le lien entre Man Machine et Building Smart? Comme je vous le disais, en fait, sur l'Europe, Man Machine accompagne Building Smart. On est aujourd'hui un des présidents de Building Smart International, c'est qui est Mark Baldwin, a longtemps travaillé chez Man Machine au niveau européen et donc a énormément œuvré dans la définition des chapitres, des différents chapitres sur l'Europe. Donc aujourd'hui, nous en France, on tend à promotionner à cette offre de construction en open et donc travailler avec Building Smart en collaboration pour promotionner et favoriser le travail collaboratif. Donc voilà. Si j'ai pas d'autres questions, je fais donc vous remercier d'avoir été présent sur ce webinaire et je vous dis à très bientôt. J'espère vous avoir éclairé sur des points. Il reste à votre disposition si pour d'autres éléments, pour plus ample information, et je vous dis à très bientôt.